diapositive nous montre un graphe et le graphe nous montre aisément le nombre total cumulé de tests réalisés sur le continent africain entre le 14 février 2020 et le 9 avril 2021. Nous pouvons voir qu'entre cette période, nous avons plus de 41 millions de tests qui ont été réalisés sur le continent, dont 9,5 tests par cas reportés, avec un taux de positivité estimé à 10,5%. Cette carte d'Afrique nous montre le nombre de positivité de tests par région et par pays, par différents pays de les États membres de l'Union africaine, pardon. Et nous n'avons pas toutes les informations, mais globalement et généralement, nous pouvons dire que de par les informations que nous disposons, nous avons 10 États membres qui reportent un taux de positivité inférieur à 2%, 14 États membres entre 2 et 7%, 2 États membres entre 7 et 10%, et 15 États membres qui reportent un taux de positivité supérieur à 10%, dont aisément vous pouvez voir, entre autres, le Madagascar, l'Éthiopie, l'Érythrée et d'autres pays. Ceci est donc un aperçu général que je voulais donner de la situation épidémiologique de la COVID-19 dans le monde entier et en Afrique. Merci beaucoup et à vous. Merci beaucoup, Dr. Serge, pour cette mise à jour. S'il y a des questions, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat box et nous ne manquerons pas de les aborder au cours de la discussion. Ensuite, nous avons le professeur Chedley aujourd'hui pour se présenter notre session ici pour le webinaire. C'est un collègue et ami. Le topic ou bien le thème de cette semaine, c'est les mesures PCI et flux pour les patients et les personnels de santé dans les services d'urgence pendant la pandémie. Prof. Chedley, vous avez la parole. Merci bien, cher ami. Merci, chers collègues. Et je souhaite le bienvenu à tous les collègues et que je vois beaucoup de noms de partout, dans beaucoup de pays africains. Il y a même des collègues de l'Italie, notre collègue Paula, il y a des collègues de la Guinée, un peu partout du Togo. Soyez tous le bienvenus et j'espère qu'on passe un bon temps ensemble lors de ce webinaire et cette présentation. Alors, si vous permettez, chers collègues, le cadre de cette présentation, il diffère un peu de la présentation qui a été faite par nos collègues anglophones, eux qui ont fait une présentation plus ou moins un peu globale qui cible les services spécialisés dans les formations sanitaires ou dans les hôpitaux, c'est-à-dire les réanimations, le bloc opératoire, les stérilisations, c'est des services spécialisés. Mais personnellement, plus ou moins, il y a dans la présentation une petite introduction dans laquelle je vais présenter les services spéciaux et quelques spécificités, mais je vais détailler plus vraiment les dispositions et le flux de patients dans le service des urgences et les mesures PCI spécifiques aux urgences. Le choix, plus ou moins, c'est un peu subjectif, il est le mien, mais à partir de mon expérience, vraiment dans nos pays africains, le gros lot et les grandes difficultés qu'on fasse quotidiennement, c'est au niveau des urgences. Et comment gérer ça et les dangers qu'on fasse chaque jour. Alors, si vous permettez, on commence. Alors, le public cible, ce webinaire, bien sûr, est destiné aux professionnels de la santé et de la gestion. C'est le professionnel de la santé et les gestionnaires aussi, qui travaillent dans les services spécialisés, spécifiquement les urgences, ou aussi ceux qui ont la responsabilité de gérer et de réglementer les services des urgences. D'accord? Alors, notre objectif, c'est de décrire et diffuser les mesures et recommandations de prévention en cas de désinfection dans les services des urgences lors des éclosions, des épidémies. Ceci afin de prévenir la propagation de maladies infectieuses entre les patients, pas seulement le Covid, prévenir la contamination des patients par le personnel soignant,
prévenir la contamination aussi du personnel sur le lieu de travail, que ce soit à cause des soins ou contact avec les patients ou les collègues. Alors, s'il vous plaît, bien qu'il s'agisse actuellement d'un problème prioritaire, que vous le savez, lié à la pandémie COVID-19, nous avons, s'il vous plaît, les mêmes responsabilités envers les patients et le personnel pour le protéger de toute infection dans un service d'urgence. C'est-à-dire, les recommandations qui sont là sont des recommandations générales et ne sont pas spécifiques à COVID. Mais dans le contexte actuel, le problème prioritaire, c'est COVID. Il y aura plus de détails et des orientations sur COVID. Alors, la pandémie COVID-19 nous a amené à repenser radicalement à la façon dont nous fournissons les soins des urgences. Et ça, beaucoup de collègues dans des pays qui ont fait face à des épidémies, que ce soit le choléra, que ce soit Covid, que ce soit Ebola, vraiment ont survécu ça et ont plus ou moins réévalué la façon et l'approche dans le service des urgences et la façon avec laquelle on fournit les soins. Bien que les changements complexes se produisent, il existe certains principes bien établis issus de précédentes éclosions et épidémies de maladies infectieuses que nous devons adopter pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel. Alors, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de changements dans nos services d'urgence et surtout, il faut toujours tirer les leçons à partir des éclosions des maladies infectieuses précédentes. Les unités de soins spécialisées sont spécialement conçues. Comme vous le savez, une unité de soins spécialisée, réanimation, urgence, matériel autre, normalement, il y a des critères et des normes, il y a des cahiers de charges qui sont là et qui seront établis par le collègue, les ingénieurs, eux aussi bien les professionnels de santé et spécifiquement les experts en prévention et contrôle d'infection pour avoir des unités qui sont adaptées et répondent aux normes et assurent la sécurité des soins. Les services des urgences ne ressemblent à aucune autre partie du système de santé. Les personnes de tous les âges et de tous les niveaux se présentent de manière imprévisible et sont souvent peu, voire pas connues à leur état de santé avant leur arrivée. Ça, on le sait tous, mais on doit se rappeler de ces éléments-là. Cela signifie qu'il est nécessaire d'augmenter le niveau de protection offert à nos personnels et à nos patients, en priorité, bien sûr, dans les services des urgences. Alors, à la fin, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va ramener à offrir des soins sécuritaires à nos patients et au personnel lors des éclosions des épidémies, comme le cas du COVID. Alors, les trois diapos que je vais présenter, je les traduit et un peu compilé de la présentation anglophone de notre collègue Miss Chipo. Alors, vous voyez son nom qui est un peu en bas à gauche. Les unités de soins spécialisées. Les unités de soins spécialisées sont spécialement conçues et la disposition est organisée pour minimiser les risques d'infection pour les patients et les professionnels de santé, aussi bien que le visiteur si les visites sont permises. Ça, c'est un principe spécifique aux unités de soins spécialisées. Comme je l'ai dit, il doit être spécialement conçu, bâti et organisé. 2. Les pratiques et processus de travail sont également adaptés pour appliquer les principes clés de la PCI afin de protéger les patients, le personnel et les visiteurs. Alors, normalement, le processus de travail dans ces unités de soins, il n'est pas le même. Normalement, il doit être adapté pour appliquer le principe clé de la PCI et prévenir les infections associées aux soins ou d'autres problèmes liés à la pratique de soins. La disposition des différents services, bon, ça diffère d'un pays à un autre. On parle de services, on parle d'unités, on parle de départements, on parle d'unités de soins. Alors, la disposition des différents services, les uns par rapport aux autres, déterminera comment le personnel et les patients se déplacent au sein de l'établissement. Dans un hôpital, comment le personnel doit se déplacer d'un service à un autre et vice-versa. Le nombre de patients et l'équipement, les types d'équipements que pouvant être hébergés dans ces unités ou ces services-là. Les contrôles techniques et administratifs doivent être bien établis pour permettre une mise en œuvre efficace de mesures de PCI. Alors, tout ce que j'ai introduit ici, on va juste parler globalement
quels sont les contrôles techniques et administratifs qu'on doit établir correctement pour une mise en œuvre efficace des mesures de PCI. S'il vous plaît, retenez bien que les mesures efficaces de PCI ne peuvent être efficaces sauf si le contrôle technique administratif a été bien établi dans ces unités-là. D'accord? Alors, s'il n'y a pas un contrôle technique administratif bien établi, on ne peut pas mettre en œuvre des mesures de PCI efficaces. Les mesures administratives concernent généralement la manière dont les activités de santé proprement dites, c'est-à-dire le processus de travail, sont normalement menées. C'est-à-dire tout doit être organisé et écrit noir sur blanc avec des protocoles et des directives. Alors, les mesures administratives devraient conduire à des politiques, ou il y a des gens qui appellent ça aussi des procédures de travail, qui visent à réduire ou minimiser l'exposition à un danger. Alors, ici, je vais donner quelques exemples des contrôles administratifs pour le COVID-19 et qui peuvent être appliqués aussi pour d'autres maladies. Alors, mise à jour de la formation des agents de santé sur le facteur du risque. Alors, comme vous le savez, normalement, les collègues des urgences doivent, et tous les collègues aussi de l'hôpital, mais ici spécifiquement les urgences et les services spécialisés, doivent avoir une formation, alors là, mise à jour par rapport aux facteurs du risque de COVID-19 et le comportement de protection, par exemple, comme vous le savez, l'hygiène de main, l'utilisation rationnelle des EPI, le port et retrait des EPI. Deuxième exemple, on doit établir des points de dépistage et de tri pour toutes les parties prenantes. Et je crois notre ami Anthony a fait une présentation assez détaillée dans laquelle il a fait et marqué la différence entre dépistage et triage. Et j'espère que c'est clair, bien que je vais le prendre un peu rapidement aujourd'hui. Aussi, parmi les mesures administratives, on doit appliquer des comportements sécuritaires, ce sont les précautions standards, et avoir des rappels sur le lieu de travail, par exemple matériel, etc. Avoir un soutien psychologique, psychosocial, surtout nos personnels dans le service d'urgence, en plus de la charge de travail, il y a le risque accru qui est apparu avec la pandémie COVID-19 et le personnel vraiment sont à risque d'avoir des problèmes psychosociaux. C'est pourquoi on a besoin d'un soutien pour lutter contre l'anxiété et les facteurs de stress. Assurer un suivi médical amélioré des agents de santé pendant l'épidémie. Le minimum doit être disponible pour le personnel, alors là, dans les mesures administratives, pour qu'ils continuent à assumer leurs responsabilités, assurer leur rôle dans les activités des services d'urgence. Le contrôle d'ingénierie, celle-ci se concentre principalement au bâtiment, l'infrastructure, c'est-à-dire la disposition des différents départements, les unités, les quartiers, les uns par rapport aux autres. Alors, détermine comment le personnel, le patient et les autres prestataires de services, par exemple, élimination de déchets, services de restauration, se déplacent au sein de l'établissement. Ce qu'on appelle, dans le principe de base de la PCI, ce sont les parcours, c'est-à-dire les parcours pour acheminer des déchets, le parcours pour la restauration, le parcours pour entrer et la sortie des patients, le parcours des infirmiers pour le port et le trait des EPI. Alors là, c'est de comment le personnel, alors dans l'ingénierie, on doit avoir des dispositions dans les services ou les unités de soins dans lesquelles on détermine comment le personnel et les patients et les prestataires de services, alors là, se déplacent. Le nombre de patients et les types d'équipements qui peuvent être hébergés dans le bâtiment ou l'infrastructure. Équipement, c'est-à-dire, par exemple, l'équipement de radio portable, l'électrochoc, l'échographe, les chariots, etc. Bien sûr, le nombre de patients ici, ça varie d'un pays à un autre. Il y a des normes ou un ratio nombre de patients, nombre de soignants par rapport au nombre des patients et selon la catégorie des patients, indépendants ou dépendants. Disponibilité de postes d'hygiène des mains suffisante pour le lavage des mains, comme vous le savez, pour le personnel, les patients, les visiteurs, et surtout un système de ventilation, que ce soit naturel ou mécanique. Alors, le flux des patients, du personnel et des patients, comme vous le savez, généralement,
on a ce qu'on appelle trois niveaux de risque. Il y a la coloration verte ici qui représente les zones à risque minime. Alors, il y a la rouge avec les zones à haut risque. Et on va voir la zone intermédiaire, l'oranger et le marron, qui indiquent un risque intermédiaire pour le cas suspect et aussi pour le cas confirmé de côté. Alors, le déplacement personnel et des patients dans les établissements de traitement doivent être contrôlés et unidirectionnels. Alors, ce sont des principes, chers collègues, que vous devez retenir parce qu'on va revenir en détail dans notre présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le mouvement du personnel et des patients dans l'hôpital alors doivent être contrôlés et unidirectionnels. Il ne doit pas y avoir de va-et-vient, s'il vous plaît. Essayez d'éviter les va-et-vient et on va voir comment on va inciter et réglementer ça pour le personnel et pour le patient. Comme vous le savez, les risques intermédiaires, ce sont le jaune. Le jaune et le faible, c'est le vert et le rouge, c'est le zone à risque élevé. Alors, les zones ici réservées au personnel sont des zones à faible risque. Et les déplacements directs depuis la zone à haut risque sont interdits. C'est-à-dire, un personnel qui travaille dans une zone à low risque, à risque faible, c'est-à-dire la verte, il ne peut pas y aller directement à une zone à risque élevé. Alors, ils sont interdits. Les zones de port des EPI sont séparées par des zones de retrait. Et je vais vous présenter tout à l'heure 3 ou 4 modèles plus ou moins universels que tout le monde utilise et on va donner des recommandations par rapport à ça. Alors, on passe rapidement au rappel comment se passe la transmission de COVID dans les services des urgences. La transmission de COVID se produit principalement par les biais de gouttelettes respiratoires, généralement générées par le toux, les éternuements et surtout aussi par le contact avec les surfaces qui sont contaminées ou touchées, touchées par les patients ou les professionnels. Le mode de transmission prédominant sont la gouttelette et le contact. Ça, vous devez le retenir, chers collègues. C'est le gouttelette et le contact, ce sont le mode de transmission prédominant. Mais la transmission croisée, je reviens ensuite, la transmission croisée à partir de gouttelettes, normalement 2 mètres autour de l'individu infecté et souvent été rapportée comme zone à risque. S'il vous plaît, il y a beaucoup de littérature qui parle de 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, mais la distance vraiment rapportée à risque, c'est la distance qui est inférieure à 2 mètres. Plus que 2 mètres, il y a moins de risque que moins de 2 mètres. Plus on s'approche de patients, même si on porte des équipements, alors les risques, si on ne porte pas correctement nos EPI, on est à un risque plus accru. Alors, le troisième mode, c'est pendant les procédures de génération d'aérosols. Alors là, ici, on va avoir le troisième mode de contamination air. Il y a un risque accru de propagation par aérosol d'agents infectieux. Quel que soit le mode de transmission, contact, gouttelette ou aéroporté, des précautions air doivent être mises en œuvre pour le cas suspect ou confirmé de COVID-19. Et dans ma dernière présentation, j'ai même mentionné que la santé publique canadienne a même recommandé aux professionnels de santé de porter le N95 lors des activités dans le service de soins et pour assurer une protection contre la contamination air. Alors, COVID et liquide biologique. Alors, vous le savez, les premières recherches là, ont identifié le COVID dans les selles, le sperme et les sécrétions conjonctivales. Bien sûr, ceci c'est le cas confirmé. Mais toutes les sécrétions, à part le sueur et excrétions, y compris les selles diarrhéiques du patient atteint de COVID, doivent être considérées comme potentiellement infectieuses. Alors, comment se fait la contamination dans le service des urgences? Alors, une contamination environnementale étendue peut survenir à la suite de procédures générant des aérosols. Alors, n'importe quelle procédure que peut générer des aérosols, on va le voir tout à l'heure, une listing de ces procédures-là, alors là, il peut contaminer l'environnement. Deuxième, le taux d'élimination des aérosols qui, ici, constitue un risque grand,
dans l'espace clos dépend de l'étendue de toute ventilation mécanique ou naturelle. Plus l'aération répond aux normes, il y a moins de risques et de contamination. Mais dans des espaces qui sont clos, qui ne sont pas aérés, alors les risques est plus accru. Alors, je dis ici, plus le nombre de changements d'air par heure, le taux de ventilation doit être supérieur à 6 cycles par heure, est élevé, plus tôt tout aérosol sera éliminé. Plus il y a de ventilation, plus les aérosols qui ont été générés par ces procédures-là, alors là, sera éliminé. Et il est bien décrit dans les précédentes plombées de maladies infectieuses que plus d'infections nosocomiales se produisent dans les zones cliniques générales dites propres que dans les zones désignées infectieuses. Généralement, les zones qui sont désignées infectieuses, on prend plus de précautions et on se prépare. C'est pourquoi il y a moins de risques de contamination que dans les zones cliniques. On dit, par exemple, elles sont propres ou des activités cliniques générales. La conclusion inévitable est que de bonnes pratiques de PCI doivent être appliquées dans tout l'hôpital. Alors, les interventions ici, exemple d'interventions qui peuvent générer des aérosols. Alors, l'oxygénothérapie à haut débit, que ce soit par sonde ou par lunettes, le petit masque là, il y a moins de risques, mais l'oxygénothérapie à haut débit, et vous savez très bien que l'oxygénothérapie à haut débit n'est indiquée que sur prescription médicale et c'est des patients répondant à ce traitement-là. Les intubations, extubations, insertion de voie aérienne supraglottique et procédures associées. Aussi, les intubations, l'extubation ou l'insertion de voie aérienne, alors là aussi, comme avec de laryngoscope ou autre, alors là, peuvent générer des aérosols. Les aspirations pharyngées, trachéales ou digestives, toute aspiration. Les ressuscitations ou réanimations cardiopulmonaires avec compression thoracique. Les ventilations non invasives avec comment on appelle le ballon. Les sédations procédurales. La procédure de trachéostomie, l'autorostomie, insertion d'un drap intercostal, trachéostomie. Les insertions des sondes nasogastriques. Alors, c'est une liste d'exemples des interventions de soins dans le service des urgences que peuvent générer des aérosols et pour lesquels vraiment une attention particulière doit être faite. Et on va revenir plus de détails à ces interventions-là. Alors, après cette introduction, on passe aux recommandations et mesures des PCI spécifiques. Alors, préparatifs et préliminaires. Alors, on doit, comme professionnels et gestionnaires et ceux qui ont en charge des infrastructures ou des bâtiments, identifier le gestionnaire, surtout la direction technique et les responsables, identifier des matières proactives à l'avance, l'occupation maximale. On doit faire des estimations des zones cliniques et des zones d'attente qui permettent une distanciation sociale sûre. Alors là, on va voir avec le plan comment on doit dès le début identifier alors l'occupation maximale de nos salles d'urgence et nos attentes et dans les cas où il y a un excès, où mettre les patients à attendre tout en permettant une distanciation sociale sécuritaire. Planifier les surtensions pour éviter que le seuil d'occupation maximum ne soit dépassé. Équiper la zone de réception d'écrans, d'affiches, de panneaux pour bien orienter les patients. Alors, généralement, on observe que dans nos hôpitaux en Afrique, il y a un manque de panneaux ou d'affiches d'orientation. Les patients ont besoin d'être orientés pour qu'ils ne fassent pas le va-et-vient et qu'ils ne se regroupent pas ou n'y aillent pas dans le mauvais lieu ou pour qu'ils aillent dans le bon lieu ou la bonne direction où ils doivent y aller. Mettre en place des protocoles doivent être écrits et affichés pour minimiser les risques pour le personnel de réception de la part du personnel clinique ainsi que celle des patients. Placer les patients qui ne peuvent pas attendre dans la salle d'attente, dans des cabines ou des salles. Ici, je donne des exemples, c'est-à-dire les places, c'est à vous par rapport à vos locaux, à vos dispositions de choisir. On peut même avoir une tente, on peut avoir, je ne sais pas, n'importe de trucs préfab
qui est à côté des urgences dans lesquelles les gens peuvent attendre. Ne pas garder les patients dans des espaces non cliniques, surtout, chers collègues, le corridor et le couloir. Alors, le corridor et le couloir, généralement, ils ne sont pas aérés, ils sont étroits. Alors là, et le passage des patients, si le patient attend là-bas, il y a un contact clos avec les autres qui font le va-et-vient. Il y a accumulation aussi des aérosols. Il y a une ventilation qui est très minime. Alors, s'il vous plaît, évitez que les gens s'assoient, attendent ou discutent dans les corridors et les couloirs. Les services des urgences doivent restreindre l'accès aux visiteurs afin de minimiser une distanciation sociale. Ça, on le dit, mais c'est notre réalité, mais s'il vous plaît, faites au moins seulement les accompagnants ou les visiteurs arrivent un à un et avec les personnes nécessiteuses et dépendantes ou gravement malades. Ici, des exceptions qui ont été, je dis ici, sont envisagées au cas par cas pour les personnes gravement malades, mourant ou considérées comme sexuellement vulnérables ou pour les enfants qui ont besoin de l'accompagnement de leur maman ou d'un adulte compétent. Les salles d'attente. Alors, je sais que beaucoup de collègues vont me dire que nos salles d'attente sont petites, ne sont pas organisées. Ici, on donne des recommandations générales et c'est à vous, chers collègues, de les adapter par rapport à ça et on traite un à un si vous avez des questions spécifiques par rapport à vos préoccupations. Les salles d'attente des urgences doivent mettre en œuvre une distanciation sociale de 2 mètres. Si difficulté d'agrandir la salle d'attente, je propose d'autres options peuvent être nécessaires. Autres zones d'attente séparées, comme je dis tout à l'heure, en dehors, préfab, tente ou autres. Aménager un espace supplémentaire à l'extérieur de la salle d'urgence. Arrivée échelonnée des patients, c'est-à-dire les patients, quand ils viennent dans les voitures, on fait le dépistage. Alors, ceux qui peuvent attendre, on les laisse attendre dans leur voiture et une approche basée sur le rendez-vous pour certaines conditions, si c'est permis. On laisse entrer un à un et on fait lors du dépistage ceux qui nécessitent de passer le premier et ceux qui peuvent attendre dans leur voiture ou attendre avant d'accéder dans la salle d'urgence ou un espace spécifique, même voire en dehors de l'hôpital. Difficulté d'attente pour certains groupes de patients, surtout les enfants, les femmes enceintes et les patients de psychiatrie. Toutes les zones d'attente doivent avoir un accès à des installations d'hygiène des mains pour les patients, pour ne pas dire aussi des toilettes si c'est possible. Mais le minimum, c'est l'hygiène de main. Alors, l'hygiène de main, vous le savez, alors là, on a beaucoup parlé de ça, répétez, et ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Alors, l'hygiène des mains, c'est primordial, c'est capital. On ne peut pas s'en dépasser dans n'importe quel lieu où il y a du personnel ou des patients ou de visiteurs. Le parcours des patients dans les urgences. On doit cartographier le parcours des patients à l'intérieur et à l'extérieur du service d'urgence vers les autres services, radio, labo, réanimation, bloc opératoire, et pour déterminer la probabilité de contamination croisée, besoin de précautions supplémentaires, masque facial pour les patients fréquentant un service de radiologie qui est partagé avec le reste de l'hôpital, radio ou labo ou autre. Mettre en place des mesures pratiques pour contrôler le mouvement des personnes dans le service des urgences. Alors, comme je l'ai dit, avec des panneaux de restriction et ça doit être écrit et clair, noir sur blanc. Essayez de vous assurer que les patients avec ou sans infection, les visiteurs et les fournisseurs empruntent des itinéraires différents, restent dans des zones différentes, surtout s'il y a des toilettes, aussi ils doivent avoir des toilettes différentes, utilisent différents ascenseurs si c'est disponible. Et si je dis dans les limites des disponibles. Alors, chers collègues, ici, je vous propose un modèle ou une proposition de parcours pour les patients dans les urgences. Je m'excuse. Alors, comme vous voyez, en haut, il y a l'arrivée des patients, il y a dépistage et catégorisation des risques, comme je l'ai dit, ce prioritaire pas. Alors, après le dépistage et catégorisation des risques, on a 3 niveaux de triage. Alors, triage et traitement dans les zones à risque nul, parce qu'ici a été dépisté et le patient a été classé à faible risque. Alors, le patient
il va être trié et traité dans la zone à risque faible. D'accord? Aussi, il y a le triage et traitement dans les zones à risque modéré, traitement et triage dans les zones à haut risque. Il y a des moments ou des lieux ou des infrastructures qui ne permettent pas le 3 niveaux de triage. Au moins qu'on en fasse 2. Et après le dépistage, ceux qui sont à risque faible, on les passe dans les zones à traitement à risque nul ou à risque modéré. Et ceux à haut risque, on les passe de l'autre côté. Alors, comme vous voyez là, la continuité. Alors, suite à ce triage-là, alors le patient, soit il va être déchargé avec avis et numéro d'assistance, surveillé à domicile et suivi par téléphone. D'accord? Alors, donc, ici, s'il y a persistance des risques, des symptômes, le patient suivi à distance, alors le patient sera appelé aux urgences et sera traité à part. Sinon, le deuxième, triage de traitement dans les zones à risque modéré, aucune condition de SARS-CoV qui nécessite une admission, transfert à l'autre hôpital et le patient récupère. Aussi, on a le parcours qui est séparé pour triage et traitement dans les zones à haut risque, admis à l'hôpital et investigation pour écarter SARS ou traiter pour le SARS-CoV. Ici, je vous présente 3 modèles qui peuvent vous aider à réorganiser, analyser et faire des propositions par rapport à vos services des urgences. Et vous avez en bas le lien qui peut vous aider d'avoir plus de détails par rapport à ces propositions-là. Vous voyez, les patients arrivent soit par ambulance ou à la marche. Il va y avoir le triage. Alors, le triage, c'est la zone verte, ou alors là, il passe dans d'autres régions. Et si de là, il peut aller à la zone red zone ou la zone rouge si le patient a besoin de réanimation ou constitue un risque. Alors, ici, le modèle que je présente, le plan, c'est un plan général, pas spécifique au COVID. D'accord? Alors, un autre modèle, et ici, il détaille même les hôpitaux, dans un hôpital de service, et comment on fait la répartition. Ça peut vous aider à s'inspirer et s'organiser ou donner des propositions. D'accord? Ici, c'est pour les urgences. Alors, New Patient Flow, c'est le flot des patients. Et ici, c'est en rapport avec COVID aussi qui peut vous aider. Je ne vais pas détailler beaucoup ces modèles, mes chers collègues, mais ça vous revient à vous de voir. Le principe, j'en ai parlé ici, pour le parcours dans les urgences. Et c'est à vous de s'organiser et d'avoir ces étapes-là dans votre urgence par rapport aux ressources qui sont disponibles à l'établissement et l'infrastructure et les chambres et les locaux que vous avez. Alors, les locaux des urgences et mesures de PCI. Déterminer si disponibilité d'espace et d'infrastructures pour mettre en œuvre les directives PCI qui concernent les chambres d'isolement, les antichambres, les salles de déchocage, les salles de soins, salles d'examen, salles de plâtre, les toilettes et les douches du personnel, l'espace des cabines suffisant pour permettre le nettoyage et le temps de préparation lorsque le taux de rotation des patients est élevé, l'espace clinique, si on a un petit hôpital de jour ou observation, l'espace communautaire, non clinique, mettre en œuvre une sensation sociale, salle d'attente ou, je ne sais pas, buvette ou autre qui existe, atténuer les risques par des zones strictes sans EPI, une fréquence accrue de nettoyage et un échelonnement des pauses. Alors, ici, on doit déterminer si disponibilité d'espace et d'infrastructures pour mettre en œuvre les directives PCI concernant ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ces locaux ou ces salles-là obligatoirement, mais on doit faire une analyse et revoir alors quels sont les espaces disponibles et dans ces espaces disponibles, comment on va mettre en œuvre les directives spécifiques à la PCI dans les chambres d'isolement, dans les chambres des chambres, dans les salles de déchocage, dans les salles de soins, plâtre également, dans les toilettes, alors là, et les espaces communautaires et les autres espaces. J'espère que c'est clair. Les mesures des PCI lors du dépistage et triage dans les urgences. L'objectif est de minimiser le nombre d'interactions cliniques auxquelles un patient est exposé,
Les évaluations cliniques multiples et répétées doivent être évitées à moins que ce soit strictement nécessaire. S'il vous plaît, faites un triage, faites une évaluation clinique bien faite et orientée objectif, mais n'essayez pas de refaire les évaluations cliniques répétées, alors là, pour qu'il y aura moins de risques de contamination et d'exposition lors du dépistage et du triage. Le dépistage, je ne vais pas m'attarder, comme je l'ai dit, notre ami Anthony vous a présenté une bonne présentation en rapport avec le dépistage et le triage. Alors, il doit être fait pour tout le patient à l'arrivée. Tout le patient doit porter correctement un masque facial avant d'accéder aux urgences, bien sûr, sauf ceux qui ne tolèrent pas. Et pour ceux qui ne tolèrent pas, au moins demandez-le d'avoir un papier mouchoir ou n'importe quoi qu'ils gardent dans leurs mains, alors là, au moins ou proche de leur bouche et nez. Des voies alternatives peuvent être développées pour protéger les patients qui développent des problèmes de santé urgents et imprévisibles. Alors, pour le dépistage, s'il vous plaît, ayez un œil sur les patients qui constituent des urgences. Alors là, ayez des alternatives et des voies alternatives pour qu'on les prenne en charge rapidement et pour qu'on les soigne. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit omettre ou oublier de porter correctement les EPI et de se protéger correctement. Il doit y avoir toujours, au lieu de dépistage ou proche, un collègue qui porte suffisamment d'EPI et qui sera capable de fournir des soins immédiats si vraiment une personne en détresse avant que son institut infectieux soit connu. J'espère que c'est clair. Le triage. Et le triage doit être effectué avec un EPI approprié et le temps passé avec les cas potentiels doit être minimisé. Si vous permettez, il y a, ici je parle de dépistage au triage au niveau des urgences, et je n'ai pas parlé, comme l'a fait mon ami Anthony, du triage au niveau de l'hôpital. On sait très bien qu'il y a des hôpitaux qui ont des horaires de travail fixes. Ils font la matinée et les consultations externes, ça ferme. Ou à 18h ou à 16h ou 20h, on ferme l'hôpital. Il n'y a que le service d'urgence qui continue à travailler. Alors ici, je cible le dépistage et triage pour le service d'urgence et aussi, ça peut être fait au niveau de l'entrée de l'hôpital. Mais ici, c'est spécifique aux urgences. S'il est possible aussi, ayez un œil s'il n'y a pas un dépistage qui a été fait à l'entrée de l'hôpital. Et s'il est possible, avec des ressources humaines et financières disponibles, d'assurer aussi un triage à l'entrée des urgences. Le triage doit être effectué avec un EPI et le temps passé avec les cas potentiels doit être minimisé. Le patient identifié comme potentiellement infectieux ne doit pas être placé dans une zone non clinique, surtout les salles d'attente ou le couloir après le triage. Si on a identifié dans le triage une personne qui est assez potentiellement infectieux, il faut qu'il soit acheminé ou aidé à arriver dans un espace spécifique pour la prise en charge. Les demandes de diagnostic, le service d'urgence doit indiquer clairement si un patient est potentiellement infectieux. Si on demande des analyses de laboratoire ou de radiologie ou autre examen, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'écrire sur le bon de commande ou de demande que votre patient est suspect d'avoir, je ne sais pas moi, COVID ou autre pathologie infectieuse. Les patients des urgences qui doivent être admis dans une zone de l'hôpital et dont le statut COVID n'est pas connu doivent être transférés dans un service de cohorte, on regroupe, ou un espace d'évaluation approprié en dehors du service jusqu'à ce que le résultat du test COVID soit de retour. Alors, ici, ça diffère d'un hôpital à un autre, d'un pays à un autre. Il y a des pays dont les services, dans chacun des services, il y a une place qui est dédiée, par exemple, service de cardiologie, il y a des lits qui sont séparés et dédiés aux patients qui ont COVID. Alors, ça varie d'un hôpital à un autre, mais il est idéal que ces patients soient transférés dans un service de cohorte ou un espace d'évaluation approprié en dehors des services de soins jusqu'à ce que le résultat COVID soit de retour. Mais s'il vous plaît, il n'est pas acceptable que le patient attende plus que 30 minutes dans un service d'urgence en attendant le résultat d'un test.
l'attente doit être faite en dehors des services des urgences. Sinon, vous allez avoir un cumul de patients devant vous et ça va constituer un risque et perturber le parcours et le flux de patients et aussi les activités de soins dans les urgences. L'hygiène de l'environnement au niveau des urgences. Alors, les urgences doivent être nettoyées régulièrement. Quand on dit régulièrement, alors là, s'il n'y a pas de patient, au moins 2 fois par jour, comme tout le service hospitalier. Et aussi, souvent, que c'est ça où il y a suspicion de passage d'un patient ou des activités qui peuvent générer des aérosols dans l'entourage. Il doit avoir une capacité de nettoyage suffisante pour les espaces cliniques qui puissent être rapidement remis en service en cas de besoin. Garder le service d'urgence propre est une responsabilité collective de tout le personnel qui travaille. Malheureusement, la majorité de nos hôpitaux, de nos services d'urgence, alors là, on prend comme excuse la nature des soins et la nature des activités et on voit des compresses, on voit des sparadraps, des cathéters et pas mal de choses qui sont jetées droite et gauche. Alors là, et on voit moins d'observance de propriété. Alors, la propriété est responsabilité de tout le personnel. Ça commence du médecin, infirmier, urgentiste et tout le monde qui travaille là. Encourager les initiatives qui augmentent l'engagement du personnel dans l'hygiène de l'environnement. Le désinfectant et matériel de nettoyage doit être facilement disponible pour qu'on puisse nettoyer. Alors, pour conclure l'hygiène de l'environnement, il faut reconnaître que la nécessité d'appliquer de manière cohérente le principe des PCI et les exigences spécifiques pendant la pandémie COVID-19 a ralenti le personnel. On sait que ça ralentit le personnel. Et quand ça ralentit, alors là, vraiment, il va y avoir accumulation et il y a risque même que l'environnement soit plus à risque d'être moins propre. Alors, s'il vous plaît, faites d'une manière que l'hygiène de l'environnement soit observée et respectée dans les services des urgences et les locaux des urgences dans lesquels on exerce des activités de soins, surtout celles générant des aérosols. La communication dans les urgences. Alors, l'utilisation de la technologie doit être envisagée pour faciliter la communication entre les proches et les patients. Ici, quand je parle de la technologie, c'est le téléphone portable, l'Internet, le WhatsApp, je ne sais pas moi, le Facebook, autres moyens de technologie de communication, un ordinateur, une tablette et autres. Mais cela ne doit pas dépendre des membres du personnel et qu'ils utilisent leur propre appareil mobile. C'est pas, ici, on ne demande pas au personnel, eux aussi d'utiliser le téléphone pour que le patient se communique avec leurs parents. Alors, faciliter la communication entre les proches et les patients, mais avec leurs propres moyens. Le personnel doit envisager des stratégies qui réduisent les risques de stigmatisation ou d'effroi des patients à la suite des EPI. Alors, chers collègues, beaucoup de patients, des gens continuent de nous voir avec nos masques, nos écrans faciaux, nos cagoules. Vraiment, c'est frustrant. Alors là, surtout pour les enfants et les patients vulnérables. Alors, s'il vous plaît, essayez d'humaniser les soins et d'être plus proche des patients et d'expliquer, de parler, justifier le port des équipements quand vous faites des soins à vos patients. Il est conseillé d'utiliser une communication claire expliquant les EPI dans une variété de formats. Ici, quand je reviens à la communication, c'est surtout la communication, en premier lieu, la communication relationnelle avec vos patients. Vous devez parler avec vos patients et être clair, expliquer leur situation de santé, expliquer ce que vous êtes en train de faire, expliquer ce que vous allez faire. D'accord? Alors, c'est pourquoi la communication doit être claire. En dehors même des EPI, pourquoi on porte les EPI? On peut utiliser des affiches et des brochures d'information pour faciliter la compréhension et la communication avec nos patients et les visiteurs. Le personnel doit être facilement identifiable, bien sûr, tout en portant les EPI, bien sûr, leur rôle et le nom du membre du personnel. Vous voyez, dans beaucoup de pays à ressources élevées, alors vous allez trouver le badge, vous avez trouvé même sur le tablier ou le tunique le nom de la personne, monsieur ou madame ou docteur X ou Y.
La communication dans les urgences, les directives des PCI doivent être adaptées à l'environnement de service d'urgence de manière à être raisonnable et mise en œuvre de manière cohérente pour tous les groupes de personnel clinique et non clinique au sein du service d'urgence. Alors là, ici, quand on parle des mesures des PCI, alors là, il y a une communication. C'est-à-dire, comment on doit communiquer et afficher les directives des PCI, alors là, qui doit être adapté à l'environnement du service. Alors, et ceci doit être de manière raisonnable et mise en œuvre de manière cohérente pour tout le personnel. Ce n'est pas spécifique pour les collègues soignants, le personnel clinique et non clinique. Les directives doivent être présentées dans un format clair, sans ambiguïté, bref et facile à suivre pour tous les membres du personnel. Et surtout, s'il vous plaît, j'incite le collègue dans beaucoup de pays. J'ai vu des pays qui utilisent ça, j'ai vu ça dans beaucoup même de provinces en RDC, au Togo, au Burundi, dans beaucoup de pays. Je cite à titre d'exemple, ici je m'excuse. Alors là, ils écrivent ça dans leur langue locale. Ils traduisent, écrivent là dans leur langue locale. Ils ne le gardent pas en langue anglaise ou langue française. Alors là, le directive doit être clair, sans ambiguïté, bref et facile à suivre par tous les membres du personnel, que ce soit clinique ou non clinique. Et parfois, on est obligé de l'écrire même en langue locale pour que ce soit vraiment assimilable et acceptable et compréhensible. Il doit être facilement disponible et très visible. Alors, les stratégies de communication doivent permettre des changements significatifs qui nécessitent une mise en œuvre immédiate en utilisant plusieurs modes de diffusion. Ici, on peut aussi opter pour les réunions, l'application des médias sociaux sécurisés, l'application comme WhatsApp ou autre qui peut avoir des groupes de communication dans un seul hôpital ou service. Usage des EPI dans les locaux des services des urgences. Alors, on a avec le collègue, la ICANN et Africa CDC et de l'OMS, on a fait beaucoup de présentations par rapport aux usages des EPI dans les hôpitaux. Mais pour ce qui est des urgences, ça ne diffère pas beaucoup. Juste, on doit, comme on le dit souvent, on doit porter les EPI spécifiques au niveau des risques. C'est-à-dire, on évalue le niveau des risques là où on travaille et on doit porter les EPI spécifiques pour se protéger contre ce risque-là. Mais les procédures générant des aérosols doivent se dérouler, doivent avoir des EPI spécifiques et ces procédures doivent se dérouler dans les locaux adaptés qui permettent la mise en œuvre de mesures d'atténuation. Les mesures d'atténuation, c'est l'aération, c'est le nettoyage plus fréquent, c'est le port des EPI spécifiques, atténuation de la diffusion de la contamination. Les salles de réanimation de les urgences, le déchocage, nécessitent des mesures spécifiques pour protéger les ambulanciers, le brancardier contre les expositions accidentelles lors de procédures générales d'aérosols. Parfois, on trouve des collègues ambulanciers ou brancardiers qui acheminent rapidement d'urgence un patient en état de choc ou en arrêt cardiaque et ils passent sans porter les EPI spécifiques dans les salles de réanimation, déchocage qui constituent un grand risque. Alors, ils doivent porter EPI supplémentaires du niveau supérieur avant d'entrer dans une zone de risque plus élevée. Tout comme continuité pour les EPI, tous les membres du personnel, y compris le personnel de soutien, devraient être suffisamment approvisionnés en EPI appropriés. On sait très bien qu'il y a un grand problème d'approvisionnement, mais s'il vous plaît, il y a des présentations qui sont sur le site d'Africa CDC qui expliquent comment on peut opter pour un usage rationnel des EPI pour qu'on aura toujours un stock assez suffisant en EPI approprié. Cela devrait être contrôlé au niveau supérieur à un niveau supérieur au sein du département pour assurer l'approvisionnement jour et nuit ainsi qu'une utilisation appropriée. Normalement, ça ne doit pas être le casse-tête, le headache des professionnels. Normalement, ce sont leurs supérieurs qui doivent veiller à mettre à leur disposition. Et ici, je m'adresse aux collègues gestionnaires pour qu'ils vraiment fassent de leur mieux pour mettre à la disposition de leurs collègues soignants aux cliniciens les EPI nécessaires à leur jour et nuit pour une utilisation appropriée. Le personnel doit savoir clairement quel EPI peut être réutilisé et comment le décontaminer. Et aussi bien ce qui constitue une mauvaise utilisation. Alors, s'il vous plaît, il faut que ce soit clair, il y a des EPI qui peuvent être réutilisés. Et on a parlé en dehors des lunettes, des écrans faciaux, des bottes, des gants de ménage, même les masques FFP2, il y a des moyens de les décontaminer pour une réutilisation.
Les services des urgences doivent s'assurer que les EPI délivrés sont de qualité appropriée. Aussi, les services d'urgence doivent faire preuve de prudence envers leur personnel en ce qui concerne le risque de transmission d'infection de leur environnement de travail, leur environnement familial. Alors là, en optant pour les EPI spécifiques, alors il y a aussi moins de risque de transmission d'infection de mon environnement de travail que j'amène à ma famille. Il y a une responsabilité qui incombe aux professionnels eux-mêmes qui doivent observer des mesures. Je cite à titre d'exemple, ils ne doivent pas travailler avec leurs habits civils. Il ne doit pas travailler avec sa chemise, sa robe, son pantalon, ses chaussures, je ne sais pas moi, qui va rentrer à la maison. Normalement, les habits qu'on utilise aux urgences doivent être des habits professionnels spécifiques au travail. À titre d'exemple, beaucoup de pays optent pour les tuniques chirurgicales, qu'on appelle la marinière, le pantalon ou la casaque, lors des soins. L'utilisation d'uniformes spécifiques aux urgences, tuniques chirurgicales et sabots, ne devrait être porté qu'au travail, pas à l'aller et au retour, et doit être encouragé. Alors, beaucoup de collègues se déplacent avec ces tuniques-là dans d'autres services. Normalement, il est strictement interdit de se déplacer en dehors des services spécialisés avec la tunique, l'uniforme spécifique aux urgences ou à réanimation. Il est interdit de quitter avec ces uniformes spécifiques. Le personnel doit être guidé de la manière de blanchir ces articles-là, comment ils les nettoient et où les nettoyer. Alors, ça varie. Il y a des collègues qui les lavent même eux-mêmes et le font sécher à l'hôpital. Il y a des hôpitaux et des services qui ont des petites machines à laver spécifiques pour les uniformes de leur personnel. C'est à vous de choisir le moyen le plus adapté par rapport à vos ressources pour qu'on évite la transmission de l'infection du lieu de travail à l'environnement familial ou à la communauté. Il y a des collègues même qui vont dans le marché, ils vont dans les espaces commerciaux pour faire des achats avec leur tunique. Formation et éducation, tout le personnel doit recevoir une formation obligatoire en PCI de base et spécifique aux urgences. Alors, le modèle de formation doit être durable compte tenu de la disponibilité et de responsabilité des différents agents de santé. Il doit avoir une formation régulière sur la manière d'utiliser les EPI de manière optimale. On répète et on répète ça pour que le collègue vraiment n'oublie pas et on leur rappelle la manière adéquate de port et surtout de retrait des EPI dans les formations sanitaires ou les lieux de travail. Je m'excuse. Je continue avec l'équipement. L'équipement de soins des patients doit être, si possible, des articles à usage unique. Alors, ce qu'on utilise pour les soins, kit pansement, kit dialyse, etc., dans les limites du possible. S'il n'y a pas, alors l'équipement non invasif qui sont utilisés communs, réutilisables, doivent être, dans la mesure du possible, attribués aux patients individuels ou à la cohorte du patient. Ici, je parle d'urinal, bassin de lit, stéthoscope, etc. Alors, si on a un espace où il y a une cohorte de patients, alors, s'il vous plaît, gardez le brassard de tension, le stéthoscope, le marteau réflexe et d'autres moyens que vous utilisez dans cette salle-là. Alors là, l'équipement non invasif, c'est-à-dire normalement réutilisable, doit être dans les mesures du possible attribué soit individuellement à chaque patient ou à la cohorte du patient. J'espère que c'est clair. L'équipement non invasif réutilisable commun doit être décontaminé entre chaque patient et après son utilisation, c'est-à-dire avec un tampon imbibé d'alcool, je peux désinfecter le stéthoscope, je peux aussi désinfecter le thermomètre, mais si le thermomètre est utilisé axillaire, mais un thermomètre rectal ou buccal nécessite un traitement spécifique. Après contamination du sang et des liquides organiques, à intervalles réguliers dans le cadre du nettoyage du matériel, une fréquence accrue de contamination doit être envisagée pour les équipements de soins non invasifs réutilisables lorsqu'ils sont utilisés dans des zones d'isolement ou de cohortes dans lesquelles on a regroupé des patients suspects ou infectés. Un emplacement de stockage approprié doit être envisagé, ainsi que où on décontamine. Certains équipements, par exemple les chariots, les bacs de bloc opératoires, je m'excuse, les chariots ORL, les chariots de gynécologie,
devrait être dupliqué dans différentes zones du département si c'est possible. Sinon, si on va les déplacer, on doit les décontaminer avant le déplacement, y compris les roues. Considération pédiatrique dans les urgences. Les enfants fréquentent le service d'urgence dans un modèle saisonnier avec des maladies respiratoires qui peuvent coexister ou être cliniquement indiscernables du COVID. Chers collègues, vous savez tout ça, il y a des saisons et on voit plus les enfants venir avec des maladies respiratoires et ceci peut coexister et être cliniquement vraiment indiscernable du COVID. Il faut que vous faites attention à ça. Les enfants sont beaucoup plus susceptibles de se présenter à l'urgence avec une fièvre non spécifique que les adultes. D'accord? Ce qui rend le dépistage du risque d'infection est moins fiable chez les enfants. Les enfants très malades ou in extremis arrivent plus souvent en voiture qu'en ambulance que les adultes. Les enfants doivent être évalués visuellement par un membre du personnel qualifié à leur arrivée et cela ne doit pas entraîner de file d'attente. Et je reprends ici ma recommandation à tous mes collègues. S'il vous plaît, les collègues qui font le triage doivent être des collègues expérimentés, chevronnés. On n'a même pas le nouveau ou qui n'ont pas d'expérience ou un personnel qui n'est pas médical ou paramédical, infirmier, pour qu'il fasse le triage. Il y a moins d'unités de soins intensifs pédiatriques que d'unités pour les adultes. Il faut prendre en considération cet élément-là aussi. L'examen des enfants nécessite une plus grande proximité que chez les adultes. Pour l'enfant, pour l'examiner, on doit s'approcher plus, surtout lors des examens du nez, de la gorge et des oreilles. Alors, il faut examiner, c'est un examen qui fait fréquemment. Alors là, s'il vous plaît, examinez ça avec soin et prenez vos précautions. Alors, il s'agit d'un examen fréquent chez les enfants et les adultes et qui peut combiner aussi, les enfants vont crier, pleurer, et ce qui peut augmenter la transmission du virus. Alors, s'il vous plaît, prenez vos précautions spécifiques. Les enfants aussi sont tactiles. Ils touchent là, ils se déplacent. Ils errent davantage, ils se déplacent, surtout à un certain âge. Ils peuvent ne pas tolérer le masque, surtout lorsqu'ils sont plus jeunes. Cela rend difficile la cohorte dans les salles d'attente à distance sociale. Notez ce point et prenez-le en considération, s'il vous plaît. Si possibilité, alors là, stratégie supplémentaire, on peut disposer de zones d'attente séparées pour les enfants. On nettoie tous les jouets après chaque utilisation en gardant le jouet pour un usage individuel. Il y a des services où j'ai vu dans beaucoup de pays qui mettent des jouets et des trucs avec lesquels les enfants peuvent s'occuper. Ne pas examiner la gorge à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Et surtout, si cela fera une différence pour la prise en charge. Considération gynéco-obstétrique. Les femmes enceintes ou les femmes dont la grossesse a pris fin récemment, celles qui sont plus âgées ou en surpoids ou qui souffrent de maladies préexistantes telles que HTA, diabète, asthme ou autres, présentent un risque accru de développer une forme grave de COVID. S'il vous plaît, retenez ces éléments-là. Retenez-les. Femme enceinte, déjà en elle court un risque accru. Et y réajouter l'âge, le poids ou autre maladie préexistante, alors là, il risque de développer une forme grave de COVID. Prenez vos précautions et préparez-vous à ça. Elle doit prendre des précautions pour se protéger contre le COVID. Et qu'elle signale les symptômes éventuels tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires à leur prestataire de soins de santé. Ici, sollicitez de vos collègues et des patients dans les services de consultation prénatale, vraiment qui demandent aux mères enceintes de prendre plus de précautions pour se protéger et surtout aussi qu'elles doivent signaler n'importe quel symptôme, alors fièvre même minime, tout même simple et difficultés respiratoires à leur prestataire de soins pour qu'ils puissent agir à temps. Elles doivent être orientées rapidement vers le service approprié suite au dépistage. Pour conclure, l'épidémie COVID a posé des défis uniques au service des urgences. Et c'est sûr que les collègues qui travaillent dans les urgences sachent ça et ont vécu ça. Alors, le défi, le contrôle supplémentaire des infections, il y a possibilité de mettre le personnel en quarantaine,
la minimisation des contacts entre le personnel qui ont un impact significatif sur le travail des soignants au service des urgences. Et n'oubliez pas que l'infection d'un seul agent de santé peut nécessiter la mise en quarantaine des contacts étroits au travail et cela peut donc affecter le nombre potentiel important de personnel. Je vous remercie, chers collègues, et je passe la parole à mon collègue Anthony pour gérer les questions qui sont disponibles. Et vous trouvez la biographie à partir de laquelle j'ai compilé cette présentation. À vous, Anthony. Merci beaucoup, Chadley, et merci pour cette présentation complète. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est agréable d'avoir des précisions sur les services d'urgence afin de permettre plus de détails sur ce domaine spécialisé. Nous allons maintenant passer aux questions et à la discussion. Je suis heureux de dire que le professeur Chadley, Dr. Serge d'Africa CDC, Danica de US CDC et Dr. Valérie sont en ligne avec nous comme panélistes. Je vois qu'il y a quelques questions déjà posées ici et je vais commencer avec les premiers deux et je pense que c'est vraiment pour Dr. Serge sur les mises à jour de COVID-19. Le premier, c'est pourquoi le taux de positivité est élevé à Madagascar alors qu'on avait commencé à envoyer des décoctions contre le COVID-19 dans certains pays. Dr. Serge, est-ce que vous avez une remarque sur ça ou des points à ajouter? Merci beaucoup, Anthony. Juste un point, le taux de positivité peut être élevé pour plusieurs raisons, mais pour revenir à la question qui a été posée par rapport à la décoction, il faut savoir que la décoction en elle-même, au tout début, l'étude menée par le Madagascar a été sur base observationnelle. Du coup, on n'a pas vraiment eu de preuves scientifiques tangibles qui montrent que la décoction dont nous parlons actuellement, la COVID organique, a montré des preuves qui montrent un effet global de prévention ou même de traitement sur la COVID-19. À vous, Anthony. Merci, Dr. Serge. Si on peut continuer avec la prochaine, c'est encore à vous, j'espère, mais si quelqu'un veut ajouter, s'il te plaît. La dernière fois, il était ressorti qu'une mise à jour sera donnée aujourd'hui sur les cas de vaccination réalisés dans le monde et éventuellement les cas d'effets secondaires. Peut-on avoir cette information? Bon, je pense qu'il y a deux différentes choses ici, mais est-ce que c'est, Dr. Serge, est-ce que c'est possible d'avoir un diapo sur les vaccinations réalisées au continent? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans les mises à jour avec ces webinaires? Oui, merci beaucoup, Anthony. Malheureusement, la dernière fois, pour conflit de réunion, je n'avais pas pu participer, mais la question est bien notée. Tout à fait, on peut avoir, avec l'équipe ensemble, on peut travailler dessus pour pouvoir présenter une situation globale de la vaccination sur le continent à les séances prochaines. À vous. Parfait. Et peut-être s'il y a des effets secondaires aussi, peut-être qu'on peut noter ça dans la mise à jour. Ben, merci à vous. OK. Voilà, la prochaine ici. C'est un infirmier, Gaspard, de RDC. Que fait-il faire pour les cliniques, les centres hospitaliers et les hôpitaux qui n'ont pas des moyens pour équiper la zone de réception d'écrans, d'affiches et des panneaux? Bon. Oui, je peux Tu veux commencer, Chadley? Oui, allons-y. Oui. Merci. Merci, cher Monsieur Gaspard, pour la question. Tout à fait, je crois que j'ai parlé un peu de ça. C'est pas parce qu'on n'a pas le moyen de s'acheter un écran
ou des affiches de panneaux, même avec des feuilles simples, sur des feuilles simples, alors là, qu'on peut écrire ou mettre des flèches pour orienter les patients et le personnel. Ça ne nécessite pas vraiment des grands moyens pour équiper les zones de réception, des panneaux, quand je dis panneaux, un carton, du papier format A4 ou A3, sur lequel on écrit même à la main les indications nécessaires pour orienter les patients. Merci. Merci, Chadli. Est-ce que Valérie ou Serge, Danica veut ajouter quelque chose? Oui, je peux dire très rapidement, merci bien Anthony, c'est que c'est un grand obstacle que nous avons en général. C'est que dans beaucoup de pays à ressources limitées, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup de moyens et même que c'est une opportunité pour les formations sanitaires de pouvoir avoir quelques finances. Non, la réalité des faits, c'est qu'avec peu de moyens, que l'on a les moyens de bord, on peut communiquer avec les gens, on peut donner des références. Merci. Merci, Dr. Valérie. Danica, tu veux ajouter ou bien tu es OK? Non, ça va, merci. Je suis d'accord avec les deux autres réponses. Merci. OK, on va continuer ici. La prochaine question. Il y a deux parties de la question. La première, c'est est-il important de porter des lunettes dans la zone de triage? Je pense que Prof a bien présenté ceci. Je ne sais pas, Prof, tu veux répondre à cette question? Oui, sans problème, même vous-même, vous avez répondu. On peut donner aussi l'agence aux collègues. Alors, on l'a dit, ça dépend, c'est-à-dire on évalue le risque. On évalue le risque et on porte les équipements spécifiques au risque et à l'acte qu'on va réaliser. On ne peut pas généralement dire non, dans les zones de triage, on doit obligatoirement porter des lunettes. Alors, si les lunettes sont disponibles, d'accord? Si les lunettes sont disponibles, on peut avoir le masque et on porte des lunettes ou l'écran facial. Mais on ne peut pas dire qu'obligatoirement, dans les zones de triage, on doit avoir des lunettes. Alors, les lunettes sont conçues si on va procéder à des soins qui peuvent générer des aérosols ou on va s'approcher du patient dans une distance qui n'est plus sécuritaire. À ce moment-là, on dit on porte les lunettes. Mais s'ils sont disponibles, alors on peut le porter. Merci. Oui, merci, Prof. Et c'est ça qui était très important, c'est basé sur le risque. Donc, normalement, ce n'est pas nécessaire, mais pendant le contexte de la pandémie, des fois, il y a des politiques locales qui existent qui disent qu'il faut porter. Donc, il faut remarquer qu'est-ce qui est dedans vos politiques dans votre établissement de santé ou bien c'est quoi la politique de la ministère. Mais normalement, c'est basé sur la risque qui se pose avec vos patients. La deuxième partie de la question, c'est un peu difficile à répondre. C'est comment construire une zone de triage à l'entrée d'une entreprise de plus de 5 000 travailleurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre à ceci, mais pour moi, une zone de triage, si la seule chose, l'objectif de cette zone est de dépister les gens, vous n'avez pas besoin quelque chose à construire. C'est possible de faire ça même dans une manière systématique, mais si c'est une entreprise et il veut construire quelque chose pour dépister les gens, bon, je ne pense pas que vous avez besoin de quelque chose de très grand. On a présenté de la dernière fois quelques exemples d'une manière de le faire, mais je ne sais pas si une de mes collègues ici qui est en ligne, les panélistes, veut ajouter quelque chose à ça. Oui, on peut ajouter, si vous permettez. Ici, on parle de la médecine de travail ou de la santé et sécurité au travail. Alors, il y a des normes qui varient d'un pays à un autre. Le collègue ici, je crois, Joseph, il est de RDC. Je crois en RDC aussi, il y a des obligations par rapport à ça, légales. C'est-à-dire, par rapport au nombre de patients, on doit avoir une petite unité de soins ou une petite unité, une infirmerie. Alors, si le personnel qui travaille dans l'entreprise
avec un grand nombre de travailleurs, par exemple, il peut installer une unité, mais ça sera une unité, comme vous l'avez dit, Anthony, une unité de dépistage. D'accord? C'est-à-dire, le personnel en entrant, il peut dépister la température et faire un examen, une observation des patients. Mais un triage approfondi dans une entreprise, il n'y a aucun pays qui recommande ça. Je parle plutôt, comme vous l'avez dit, de dépistage à l'entrée. Et ce dépistage-là, normalement, comme vous le savez, le dépistage global de masse pour ne pas retarder les travailleurs et pour dépister ceux qui sont à risque ou ceux qui sont malades. Merci à vous. Merci, Prof. La prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la protection des prestataires vu que le nombre de cas augmente beaucoup chez nous au Mali? C'est une grande question, quoi. Je pense que ce qui était présenté aujourd'hui, il y avait beaucoup de différentes interventions que vous pouvez faire pour arrêter la transmission de COVID-19. Mais je ne sais pas si peut-être Dr. Valérie ou Danica, vous voulez ajouter quelque chose peut-être un peu général. On sait qu'il existe beaucoup de différents documents au niveau de l'OMS, de CDC, d'Africa CDC, avec plusieurs recommandations de quoi faire dans votre établissement de santé pour la protection des prestataires. Et avec chaque webinaire, on essaie de vous présenter les différentes interventions. Mais je ne sais pas si Valérie ou Danica, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Anthony. J'aimerais dire que l'investigation profonde, ça veut dire qu'une enquête profonde au cas par cas permet de déterminer les facteurs de risque afin de pouvoir orienter les interventions qui permettraient de réduire. Donc d'abord, nous avons cet aspect d'évaluation du niveau de préparation de l'institution par rapport à la protection de l'ensemble et la protection des travailleurs de santé. Et à cela, nous ajoutons le fait qu'au cas par cas, il faudra investiguer et approfondir pour déterminer les facteurs de risque et en ce moment-là, approprier les interventions par rapport aux facteurs de risque identifiés. Cela étant, aussi les cas d'exposition, quand les individus ont été exposés, il est important de continuer une investigation profonde afin de pouvoir essayer de déterminer toutes les causes. Ainsi, on a des interventions séquencées qui peuvent partir de la formation du personnel jusqu'à l'utilisation et la fourniture des équipements de protection individuelle, ainsi que les autres moyens administratifs qui sont mis et des moyens environnementaux ou des mesures environnementales telles que le professeur Chedli a eu à l'expliquer. Donc, il faut une approche systématique pour arriver à pouvoir approprier une intervention qui nous permettrait de réduire en ce moment-là le dont le professeur a parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Valérie. Ça, c'est très important. Merci pour cet ajout. Okay. La prochaine, c'est juste un commentaire. Les unités de triage jouent un rôle primordial dans la prévention des épidémies, mais malheureusement, beaucoup de structures n'accordent pas un grand rôle à l'unité de triage en affectant des personnels non qualifiés. Je pense qu'avec le dernier webinaire, on a parlé beaucoup sur ça. Des fois, c'est vrai qu'on a des agents de santé qui sont à la porte, qui n'ont pas les qualifications. Voilà, désolé. Qui ne sont pas qualifiés pour le faire. C'est grave, mais on sait que des fois, il y a des obstacles avec les ressources humaines. Mais je pense dans quelques cas, ça peut aller, mais ça a besoin de les former et de bien planifier le circuit des patients, former sur les questions de comment faire le dépistage et tout ça. Je ne sais pas, est-ce que mes collègues qui sont en ligne veulent ajouter quelque chose avant d'aller à la prochaine question? OK. Oui,
Si on peut ajouter une chose, bon, c'est une observation personnelle en échange avec beaucoup de collègues, c'est que quand on a commencé les vaccinations, ça m'a été rapporté par des collègues, même ma collègue Paula en Italie, dans d'autres pays. On a commencé la vaccination et on a notifié que la vague des personnes qui arrivent atteintes de COVID était la tranche d'âge inférieure à 60 ans, de 40 à 60 ans. Et actuellement, chez moi en Tunisie, on voit aussi que la nouvelle vague, ça touche, après on a commencé la vaccination, ça commence à toucher les sujets adultes jeunes. Et vous savez que les sujets adultes jeunes sont plus actifs, ils travaillent, ils bougent, moins que les personnes âgées. C'est pourquoi on doit s'attendre à un nombre important de personnes qui vont être contaminées dans le futur si ces gens-là ne prennent pas les précautions spécifiques communautaires et s'ils ne se vaccinent pas. Merci. Merci, Prof. On va continuer parce qu'il y a seulement 5 minutes qui restent et quelques questions qui sont ici. La prochaine, c'est au triage des urgences avec l'arrivée de COVID-19. Pouvons-nous un coin suspect COVID ou garder tous les cas fragiles en attente de test? Bon, ce qui est recommandé est toujours d'avoir un espace pour isoler les gens qui sont des cas de suspects. Ça, c'est toujours une bonne chose à faire. Et je pense que même moi, dans un autre webinaire, mais aussi avec Prof aujourd'hui, c'est important d'identifier les cas suspects et de les isoler en attendant les tests, les résultats de tests ou bien s'il doit être référé quelque part d'autre. Mais c'est toujours meilleur d'isoler les cas suspects de les non-cas suspects. Est-ce qu'un de mes collègues veut ajouter quelque chose ou bien c'est OK? C'est OK de mon côté. Cool. Oui, je suis d'accord, Anthony. Et ce que je peux juste ajouter, c'est de garder l'espace entre les cas suspects aussi, parce que ce n'est pas sûr que tous les cas suspects vont avoir les mêmes maladies. Donc, il faut le protéger l'un de l'autre. Parmi les cas suspects, il faut le protéger aussi l'un de l'autre. Je crois que c'est clair. Oui, merci beaucoup pour ça, Danica. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas toujours la même chose qui entre avec chaque patient. La prochaine ici, peut-être c'est mieux pour toi, Prof. La communication interpersonnelle est importante à l'unité de triage car normalement, c'est là où commencent les premiers soins du patient. C'était juste un commentaire, mais j'ai vu aussi qu'il y avait une question très semblable. Quelqu'un a demandé, je ne vois pas maintenant, j'avais vu quelque chose ici. J'avais pensé que quelqu'un a demandé que est-ce que c'est nécessaire de former les agents de communication. Est-ce que tu veux commenter? C'est le même collègue qui a demandé qu'il est nécessaire de former. Ah, OK. Est-ce que tu veux répondre? Oui, oui, juste je dois confirmer ce qu'il a dit. C'est que vraiment, la dimension, quand on prend la dimension relation, communication, soignant, soigné et la dimension relation d'aide, alors là, ce sont des concepts que tous les professionnels de santé doivent avoir des formations. On ne doit pas négliger la dimension relation d'aide et avec ces composantes relation, communication et la communication interpersonnelle, alors là, c'est capital dans les formations sanitaires ou dans le milieu de soins. Merci, Prof. La prochaine question, c'est est-ce qu'il faut une double protection, écran facial et masque en même temps? Bon, on sait que les écrans faciaux n'ont pas égal. Des fois, ils couvrent seulement les yeux et nez et pas la bouche. En même temps, des fois, c'est seulement juste
la face de visage qui est couvrir, mais pas les côtés aussi. Normalement, c'est écran facial avec masque pendant ce temps de la pandémie. Mais je ne sais pas si peut-être Danica, tu veux ajouter quelque chose sur ça? Oui, oui, je peux ajouter, je crois que ça dépend. Mais normalement, c'est le, comment on dit, goggles or eye protection? Lunettes. Yeah, oui, merci. C'est les lunettes et le masque et l'écran facial. Ça c'est comme un deuxième type de protection. Mais il n'y a pas de lunettes, je crois que l'écran facial, ça devient même plus important. Mais je peux dire que l'écran ne protège pas de la même façon la voie aérienne. C'est-à-dire que c'est le masque qui va vraiment protéger le nez et la bouche. Donc, il ne faut pas vraiment être dépendant sur l'écran facial pour protéger les voies aériennes. Je crois que d'abord, le plus important, c'est les lunettes avec le masque en même temps. S'il n'y a pas la possibilité de mettre les lunettes, je crois que l'écran facial devient même plus important. Mais pour la voie aérienne, l'écran facial ne doit pas être le seul protection. Oui, merci Danica pour décrire la différence entre ces deux types des EPI parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que l'écran facial égale à les lunettes et masques, mais en réalité, on sait que la fonction de l'écran facial n'est pas la même que les masques. Et on sait aussi qu'ils ne sont pas créés tout égal. Donc, ce n'est pas vraiment double protection, c'est de protection adéquate. La prochaine question ici, quelles sont les recommandations de la PCI aux infirmiers qui administrent les soins aux patients COVID-19? Bon, tout ce qui était présenté aujourd'hui, ça fait partie de les recommandations de la PCI pour tout le monde. Mais spécifiquement, je ne sais pas s'il y a un acte spécifique, mais normalement, ce qui est recommandé pour les infirmiers, c'est de porter les EPI pour le COVID-19. Et ça, c'est la protection faciale, donc les lunettes ou écran facial, un masque, puis un bleu, c'est des gants. C'est ça qui est recommandé. Je ne sais pas si un de mes collègues en ligne, peut-être Dr. Valerie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est comme vous l'avez dit, hein, normalement, comme on l'avait dit, on doit évaluer les risques. Et normalement, l'infirmier, lui, oui, c'est l'infirmier qui assure la majorité des soins prodigués aux patients. Alors, il a assez d'expérience pour évaluer les risques par rapport à la nature des soins qu'il va réaliser et de s'équiper ou de porter des EPI spécifiques. Alors, les EPI, là, c'est indépendamment des épidémies, indépendamment de l'état infectieux du patient, on doit porter les EPI spécifiques à chaque acte de soin. Si on est en risque de s'exposer au liquide biologique, si on est au risque de s'exposer, je ne sais pas, à un contact proche du patient, on doit porter les EPI. Si ce sont des cas suspects de COVID, on a dit pour le COVID, la contamination, c'est par contact ou par gouttelette et peut-être par air s'il y a des procédures qui vont générer des aérosols. Et pour chaque mode de contamination, contact, il y a des EPI spécifiques, les gants, les blouses et tout ça. Pour les micro-gouttelettes, l'aérosol, il y a le masque chirurgical, il y a les gants, il y a autres. Et pour l'aérienne, il y a aussi spécifique comme le masque N95 et l'écran facial, comme l'a dit notre collègue Danica.
Alors là, c'est-à-dire c'est à lui de choisir ses EPI par rapport aux soins qu'il va prodiguer au patient. Il y a des EPI de base, il y a des EPI complémentaires et qui sont accordés selon le mode de contamination ou le risque auquel il fait face. Merci à vous. Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Merci vraiment à tous les intervenants. Je crois que le prof insiste toujours dans ses présentations, comme maintenant aussi. Les précautions additionnelles qui se font suivant la route de transmission, suivant la loi de transmission, doivent être basées ou doivent venir reposer sur la fondation des précautions standards. Donc, l'infirmier doit être informé. L'infirmier doit être formé et il doit au départ être respectueux des précautions standards pour que les additionnels puissent être là-dessus, en plus de toutes les mesures de contrôle administratif et de contrôles environnementaux dont le professeur a parlé aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on peut bien recommander, en plus, le respect de ces précautions standards. Merci bien. Merci, Prof. Chedley, et aussi merci, Dr. Valérie, pour ces ajouts. On va juste faire une dernière question avant de la clôture de la webinaire. Désolé qu'on est 5 minutes en retard, mais je pense que ceci, c'est juste une bonne question à propos de la présentation aujourd'hui. En cas de contamination d'un personnel de service d'urgence, quelle est la stratégie appropriée pour le suivi et traquage des personnes contacts? Prof? Pardon? La question, oui, la question est... Coupures, hein? Pas de souci. La question, c'est en cas de contamination d'un personnel de service d'urgence, quelle est la stratégie appropriée pour le suivi et traquage des personnes contacts? Bon, normalement, ça rentre dans le cadre de la surveillance et doit y avoir un protocole clair et écrit en cas de contamination d'un des personnels. Alors, normalement, si un cas a été identifié, que ce soit suspect ou confirmé ayant le COVID, alors la prise en charge, il y a la prise en charge médicale, il y a la prise en charge administrative. Et dans la prise en charge médicale, il y a le traitement, il y a la surveillance. Il y a une enquête épidémiologique, normalement, qui va en premier lieu cibler le collègue travaillant avec le personnel, le contact communautaire, la famille ou lieux qui sont là pour faire le traçage et le suivi et la surveillance des contacts du collègue ou de l'infirmier ou du médecin qui est contaminé ou qui est positif. Alors, normalement, c'est clair, les principes sont clairs. Identification, suspect, confirmation. Alors, dès la confirmation des cas, il y a ce qu'on appelle l'enquête épidémiologique qui va investiguer, délimiter le contact à haut risque par rapport à la personne qui est contaminée et il y a un suivi et une prise en charge spécifique à ces personnes-là pour une période qui varie d'une semaine à 3 semaines. Oui, à vous. Merci, Prof, pour cette explication. Et merci encore, Chedley, pour la bonne présentation d'aujourd'hui. Honnêtement, c'était très bien fait et je pense que c'était bien apprécié par nos participants, que j'avais vu beaucoup de commentaires dans notre chat box sur ça. Voici la fin de la webinaire aujourd'hui. Encore une fois, je donne un grand merci à Chedley pour la présentation, puis aussi notre collègue Dr. Serge de Africa CDC et aussi nos panélistes Danica et Valérie pour vos ajouts dans la discussion. Et merci à tout le monde qui était avec nous pour la webinaire d'aujourd'hui. On se voit encore à la semaine prochaine et bon week-end tout le monde. Merci, bon week-end et c'est un plaisir d'être avec vous, de partager et d'échanger. C'est un grand plaisir de partager et bon week-end à tous les collègues. Merci et très bon week-end. Merci. Merci, au revoir, Danica.